On va terminer par autre chose, par le dernier. اهلا استاذ صباح بخير الله يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك لا مرحبا مرحبا شي حاجه واخا كاين صداع دونك باردون les fonctions d'activation. Donc, les fonctions d'activation les plus intéressantes aujourd'hui, c'est la relue, au milieu, c'est la relue. Et donc, et c'est un peu bizarre, d'accord. C'est le fruit d'un hasard, tout simplement. Parce qu'avant, on utilisait sigmoïde ou tangente hyperbolique, et puis on cherchait à ce que la fonction d'activation soit suffisamment différenciable, etc. D'accord. Et puis, entre 0 et 1, comme la sigmoïde, ou moins 1 et 1, donc la norme est toujours... mais ce qui s'est passé, c'est presque accidentellement, quelqu'un l'a utilisé pour une raison quelconque, et ça a donné de meilleurs résultats. Et les gens ne s'y attendaient pas. Bien, il y a Msteri, donc un collègue, à Casa, à l'université Casa. Lui, et c'est peut-être probable, parce qu'en électronique, on utilise la relue, donc en électronique, en automatisme, etc. Et lui, il l'avait utilisé avant, un peu dans l'intelligence artificielle. Donc lui, il dit, c'est moi qui a proposé. Mais dans la communauté, c'est d'autres personnes qui ont, une fois, par hasard, ont trouvé que la relue est plus importante, plus intéressante. Après, on a expliqué, mais pas complètement. L'intérêt de la relue, c'est-à-dire 0 quand c'est négatif et x quand c'est positif, c'est que d'une part, ça évite le vanishing gradient, donc le gradient qui s'annule, parce que dérivé de x c'est 1. Par contre, tangente hyperbolique ou sigmoïde, la dérivée c'est plus petit que 1 en norme. D'accord. Et d'autre part, donc la relue, elle permet d'annuler, donc d'éliminer certaines opérations, puisqu'il donne 0, donc elle va éviter l'overfitting. D'accord, le surapprentissage. Donc, je n'ai pas parlé de overfitting, mais je vais peut-être parler de ça après. D'accord. Voilà. Donc, il y a ça, la dernière présentation. Ah oui. Oui, je m'excuse. D'accord, donc là, on va présenter la dernière présentation. Là, ça va être... en général, les gens disent que si vous n'avez pas de bons résultats, c'est que vous avez de mauvaises données. D'accord. Ça tourne autour des données, beaucoup plus que l'architecture, etc. Bien sûr, cela suppose que, quand même, pour votre problème, vous avez choisi une architecture qui est connue, qui sert à ce problème. Parce que, ici, j'ai parlé de réseau convolutif. Si on avait parlé du langage, par exemple, il y a d'autres réseaux, les réseaux récurrents, les LSTM, les transformers, d'accord, les mécanismes d'attention, etc. Donc, c'est une autre architecture. Et parfois, on les combine. Par exemple, les réseaux convolutifs, au début, c'était pour les images. Mais après, aujourd'hui, c'est pour toutes, même pour les graphes, même pour les réseaux convolutifs. La convolution, on l'utilise. C'est comme si nous avons beaucoup d'outils et on les combine. Pardon ? L'apprentissage profond.
basé sur le convolutif, non? Il est basé sur les réseaux convolutifs. Oui, aujourd'hui, pratiquement tous les réseaux de neurones utilisent la convolution. Ce sont des réseaux convolutifs, pratiquement. Et même quand vous prenez par exemple en chimie, on est dans une école de chimie, quand vous voulez faire, par exemple, voir une combinaison d'atomes, quelle propriété elle va avoir? Vous utilisez le réseau convolutif. D'accord? Parce que vous constituez un graphe, etc. Et puis mais ce n'est pas mon domaine, mais en génétique, etc. Donc c'est toujours, parce qu'on combine, à chaque fois qu'on veut voir une structure, ce qu'elle va donner, une structure qui peut être d'atomes ou de molécules ou de cellules, etc., on peut utiliser les réseaux convolutifs. Donc là, comme j'ai dit, même pour le langage ou pour autre chose, les réseaux convolutifs s'utilisent partout. Et les RNN, c'est-à-dire les réseaux récurrents qui ont été développés pour traiter, par exemple, le langage, aujourd'hui, ils sont aussi utilisés pour les images. Par contre, on trouve toujours le moyen de dire, par exemple, une image, quand je la parcours, ou alors quand je fais des couches, ça devient comme une série temporelle, une séquence. Donc, je peux utiliser tout ce qui peut être utilisé pour une séquence, y compris les RNN. Et la voix, le langage, quand je prends des phrases, les mots, ils ont un rôle avec les mots qui sont voisins. Donc, je peux utiliser la proximité entre les mots et donc utiliser un peu les réseaux convolutifs, prendre un peu filtre. Parce que les mots, ils sont déterminés par les mots qui les accompagnent, comme on dit. Donc, on a une image, par exemple, donc en entrée, on aura une image d'un animal. Et je veux que le réseau me dise est-ce que c'est un chat ou un chien. Donc j'ai l'image ici, donc en entrée, 800 x 800 pixels par exemple. Et là, je mets 5 pixels, 5 filtres ou 10 filtres. D'accord. Et filtres, par exemple, 5 x 5. Donc, pourquoi je mets 5 filtres? Parce que ce sont ces filtres qui vont identifier les caractéristiques. Or, je peux avoir plusieurs caractéristiques, donc je dois avoir plusieurs filtres. Les filtres vont se spécialiser. Parce qu'il y a la rétropropagation, donc un filtre va être obligé à identifier l'oreille. L'autre va être obligé à identifier les yeux. L'autre va être identifier l'oreille, mais du chien, pas du chat. L'autre, etc. Donc, les filtres vont se spécialiser pour pouvoir identifier ce qui caractérise, ce qui différencie un chien d'un chat. D'accord. Donc là, les autoencodeurs ou les variational autoencodeurs, donc je vais aller vite parce que ça, on l'a déjà mis sur Internet. Donc l'objectif est de réduire la dimensionnalité de certains problèmes. Mais aussi ça s'utilise, j'ai parlé de chimie, etc. Donc ça s'utilise aussi pour pouvoir représenter un atome dans un espace vectoriel. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux de neurones si je veux faire de la chimie avec des réseaux de neurones? La première chose à faire, c'est que chaque atome doit être représenté par un vecteur. Parce que je travaille avec les vecteurs. D'accord. Si j'ai des images, les images, elles sont naturellement des vecteurs, parce que c'est des pixels. Mais quand je prends des cellules, si je fais de la biologie, ou des atomes et des molécules, ou surtout des atomes, parce qu'après, je veux créer des molécules. Mais la base, c'est les atomes. Comme le langage. Le langage, j'ai les mots. Et le produit, c'est les séquences, ce sont les phrases. La même chose, en chimie, j'ai les atomes et le produit, ça va être les molécules. Et je veux que l'ordinateur me dise, si je fais cette combinaison d'atomes, ce qui va me donner une certaine molécule, quelle propriété elle aura, sans que je ne fasse des expériences.
Mais comment lui, il va faire? C'est qu'il va analyser toutes les combinaisons existantes d'atomes et leurs propriétés et tout ce qu'on dit autour. Et il va prédire le comportement d'une molécule. D'accord? C'est un petit peu ça. C'est comme moi, comme l'ordinateur, vous lui donnez toutes les phrases de Wikipédia. Ce sont des combinaisons de mots. Et vous lui dites, ces phrases, voilà le sens. D'accord? Lui, il va découvrir le sens. Moi, je simplifie un petit peu le problème. Mais il va d'une certaine manière, trouver le sens, et ça se fait. Le NLP, c'est ça. C'est essayer de déterminer le sens d'une phrase. Donc, on lui donne Wikipédia. Il parcourt Wikipédia et il a une idée, quand il parcourt tout le Wikipédia, de quand les mots sont comme ça, voilà le sens qu'ils ont. Quand les mots sont autrement, voilà le sens qu'ils ont. Après, je lui donne une phrase de moi qui n'a jamais existé sur Wikipédia. Mais il va l'approcher de toutes les phrases, il va trouver un petit peu, parce qu'il a une idée des mots. Et je peux exploiter ça en faisant, par exemple, je lui dis, et ça c'est un exemple qu'on donne souvent, je lui dis, par exemple, France maintenant est un vecteur. France moins Paris plus Maroc. Ou bien plus Rabat, par exemple. Et il va me donner Maroc, ou bien il va me donner Rabat si je lui donne plus Rabat, etc. C'est-à-dire, il va faire des opérations arithmétiques sur les mots. Parce que les mots ne sont plus des mots, ce sont des vecteurs. Ce sont des vecteurs dans un espace. Tout l'intérêt, c'est comment extraire ce vecteur des mots, comment les construire. Et la même chose pour la chimie. Comment, si je prends toute la chimie que je connais aujourd'hui, parce que je cherche une molécule, mais je connais suffisamment de molécules et d'atomes et de propriétés de ces molécules. Mais comment il va déjà représenter un atome par un vecteur, et après je lui donne cet atome plus ça, moins ça, etc. Et il va trouver des... Parce que l'espace où il va projeter les atomes, il a une structure. Si vous ajoutez ça, plus ça, plus ça, ça vous donne ça. Donc si vous ajoutez ça, ça va vous donner quelque chose de parallèle à ça. D'accord? Par exemple, Maroc moins Rabat, les deux vecteurs, je fais la différence, c'est exactement France moins Paris. C'est la capitale, ça désigne la capitale, d'accord. Et puis, par exemple, entre marche et marchons, nous marchons, c'est exactement comme mange et mangeons ensemble, ou parler et parlons ensemble. Les mots dans l'espace qu'on va construire va avoir une structure, d'accord, très intéressante, bizarre. Les gens, vraiment, ils se disent, comment ça se fait-il qu'on ait ça? C'est pour ça qu'il y a la traduction, donc c'est du embedding, il faut qu'il y ait du embedding. Le embedding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, une question un peu philosophique. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? D'accord? Les mots, etc. Comment j'apprends tout ça et comment c'est stocké dans mon cerveau? Sachant que mon cerveau, c'est un peu comme un espace vectoriel. Il y a des neurones, il y a une mémoire comme, c'est pas exactement, mais il y a beaucoup de ressemblances. C'est comme dans la nature, les atomes, c'est de petits objets. C'est pas magique, parce qu'avant, les gens croyaient que si je divise jusqu'à l'infini, je ne vais pas forcément, mais on a trouvé qu'on trouve quelque chose d'indivisible, l'atome. Donc même comment les choses sont représentées dans mon cerveau. Et parmi les hypothèses, c'est que peut-être ils sont représentés à l'aide de vecteurs, mais pas forcément les mêmes vecteurs, mais quelque chose qui ressemble à ça. Et comment moi je trouve, par exemple, la métaphore, etc., comment les choses, je les trouve un peu simples. Quand je vous dis France moins, alors qu'on n'a jamais fait la soustraction, mais si je vous dis, vous prenez France moins Paris, vous voyez que la relation, c'est capital. Donc c'est la même que, par exemple, la Grande-Bretagne ou bien l'Angleterre moins Londres. Il y a quelque chose qui est, même si avant vous n'auriez jamais pensé à ça.
Donc, ces opérations mathématiques, ces distances, ces liaisons, on veut les intégrer dans les ordinateurs. Et donc, les auto-encodeurs, ils font ça. Et les variational auto-encodeurs, ils le font aussi, mais d'une manière beaucoup plus astucieuse. D'accord. Et je vais faire ça avec un exemple. D'ailleurs, les auto-encodeurs, ce n'est ni les unsupervised learning, ni supervised learning, c'est un peu quelque part au milieu, parce que les gens aujourd'hui, ils travaillent sur le self-learning, d'accord, ou bien auto, ou bien ce qu'on veut, d'accord, ou bien le semi-learning aussi, ou bien le faiblement, donc le mot weekly learning, etc., d'accord. Donc, il y a beaucoup on essaie de... Pourquoi? Parce que si je vois, par exemple, un chat, en dehors de sa comparaison avec le chien, j'essaie de voir un peu comment il est, même si vous me donnez un seul chat, je peux le comparer avec tous les chiens, parce que j'ai passé suffisamment de temps pour comprendre comment il est. D'accord? D'accord, donc c'est autre chose. Mais nous allons voir aussi que c'est magique, surtout le variational autoencodeur, parce que si je prends le chat et je le regarde très bien, je passe du temps à le comprendre. Et vous me dites, dessine-moi un chat, je le dessine. Donc les réseaux de neurones ne vont pas seulement permettre de discriminer entre des objets, mais de générer de nouveaux objets, de générer des médicaments, de générer des molécules. Donc, et de générer des molécules qui satisfont une certaine propriété, qui ont une grande probabilité de satisfaire donc, c'est comme ça que la Covid, etc., les vaccins ont été produits. C'est qu'on a utilisé le machine learning pour déjà éliminer tous les cas possibles et nous donner une classe limitée en fonction de tout ce qu'on connaît sur les coronas, tous les médicaments qu'on a déjà pour les autres, etc., et les propriétés des molécules. Et puis après, des atomes, et puis après, bien sûr, des protéines. Et donc, là, je parle en général, parce que je ne suis pas... Et après, bien sûr, quand on a réduit, on a eu moins de temps à passer à expérimenter toutes les combinaisons possibles d'atomes. Donc, de la même manière ici, nous allons voir comment les auto-encodeurs, qui est à la mode, d'accord, on parle de modèles génératifs, pas des modèles discriminative models, des modèles qui peuvent générer données. D'ailleurs, je pense que vous avez vu sur Internet, on vous montre souvent des images, on vous dit est-ce que c'est un homme, alors qu'il n'a jamais existé. Il a été généré. Comment il a été généré? Par les auto-encodeurs. Mais il peut être aussi généré par les GAN. Il y a deux modèles génératifs de classe connus, très connus. Mais je présente ces modèles. Voilà, donc les auto-encodeurs, voilà, ils sont utilisés comme génératif modèle, mais comme semi-supervised learning et comme aussi representation learning. Donc, ils s'appliquent à ces trois choses. La première, c'est générer un chat ou un chien, mais pas seulement. Parfois, je veux par exemple, je veux identifier le profil de quelqu'un qui est un voleur. D'accord, je veux identifier son profil. Mais je n'ai pas beaucoup de voleurs pour pouvoir faire l'apprentissage. Je n'ai pas les profils de beaucoup de voleurs. Par exemple, en général, dans une banque, si vous voulez mettre des caméras pour identifier quelqu'un qui entre, mais pas pour voler, pour faire un hold-up au lieu de faire une transaction ou faire une opération bancaire, vous n'aurez pas beaucoup d'exemples de personnes qui sont entrées pour faire ça. Mais vous aurez beaucoup d'exemples de personnes qui sont entrées juste pour faire une opération. Parce que tous les jours, ça n'arrive pas toujours, d'accord, qu'on soit cambriolé. Donc, ce qu'on fait, c'est que si on a deux, on va essayer de générer plusieurs. D'accord? Donc, on les utilise dans le semi-supervised learning.
comme j'ai dit avant. Mais aussi dans la representation learning, c'est-à-dire dans l'apprentissage, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit peut-être avant, mais très rapidement, l'intelligence humaine, elle n'agit pas sur les objets, mais sur les concepts. D'accord? Moi, quand je dis à quelqu'un, va amener une bouteille, dans ma tête, je n'ai même pas la forme d'une bouteille. Mais le concept bouteille, c'est ça ce qui m'intéresse. D'accord? Donc, on aimerait bien que l'ordinateur aussi, quand il apprend le concept de bouteille, pas la bouteille. Parce que sinon, si je lui donne une autre bouteille, il va dire non, ce n'est pas une bouteille. Donc, comment passer des exemples au concept? D'accord? C'est ça un peu, à un moment donné, j'ai parlé de surapprentissage, overfitting. On ne veut pas faire du overfitting. Je ne veux pas apprendre à un gamin, dire à un gamin, ça c'est un téléviseur par exemple, c'est un écran. Parce que même ça est un écran. Donc il ne doit pas apprendre par cœur l'exemple, mais il doit, à partir des exemples que je lui montre, extraire le concept de écran. Écran, ça peut être n'importe quoi, même les vitres d'accord, l'écran. D'ailleurs, l'écran, c'est ce qui sépare, c'est ce qui affiche. Donc l'écran, c'est beaucoup plus... D'accord, donc le concept d'écran. Donc la représentation, c'est un peu ça. Représenter des entités sous forme, dans un espace latent, etc. Et là, il y a des maths, il y a des probabilités aussi qui sont très utiles. Voilà, donc l'espace des concepts. Il y a l'espace des mots et il y a l'espace des concepts. Et ce n'est pas la même chose. D'accord. Et quand je parle de concepts, il y a des mots qui sont voisins. Voiture et roue, ils doivent être proches dans l'espace des concepts. Mais l'écriture voiture et roue, peut-être ils ont une seule lettre ou même pas. Dans un dictionnaire, ils peuvent être très loin l'un de l'autre. Mais dans mon discours de tout le temps, de tous les jours, ils vont se rencontrer souvent. C'est pour ça, les concepts, on les extrait de Wikipédia, parce qu'on prend les phrases et on voit un peu les mots qui sont toujours l'un à côté de l'autre, et on extrait les concepts. Les concepts, ça se définit les uns par rapport aux autres. D'accord? Ok, donc représentation, c'est représenter les mots, ou bien les molécules ou les atomes dans un espace de concepts. Voilà, donc j'allume parce que je l'ai probablement éteint. Et voilà, je prends cette photo, donc ma fille petite, et je vais essayer donc une autre photo, une troisième photo, sauf que cette photo, regardez, ici, il y a un petit bruit, d'accord, il est un petit peu endommagé, et ce que je veux, c'est récupérer la photo de départ, d'accord, avec la magie du machine learning. Donc, en gros, je pose un problème. Est-ce que je pourrais le faire ou pas? Je n'ai pas d'autres photos, c'est-à-dire, j'ai cette photo et je veux récupérer cette photo, mais sans le bruit. Voilà, le réseau de neurones, tout ça on l'a déjà vu, la fonction, etc. On a parlé de ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai cette photo qui est récente, qui n'a pas de bruit. Ces deux photos n'ont pas de bruit. Je vais leur rajouter du bruit. Donc, pour ces photos, j'ai la photo et la photo avec bruit. J'ai pris Michel Vol, donc c'est un ami, informaticien, etc., français. Donc il m'a envoyé sa photo, j'ai ajouté un bruit et j'ai l'autre photo. Et puis mon directeur de thèse, Touzo, lui aussi j'ai ajouté un bruit et j'ai aussi sa photo. Et je peux prendre vos photos aussi et ajouter un bruit, j'ai les deux. Les deux qui sont là sont les pionniers, les parents de l'intelligence artificielle. Il y a Bengio et il y a Lequin. Les deux sont nés en France. Entre parenthèses, les Français ont fait beaucoup pour l'intelligence artificielle. Les trois qui ont pris le prix Nobel, c'est deux Français, les deux qui sont là. Quand j'ai prix Nobel, c'est prix Turing, mais c'est l'équivalent. Et un troisième qui est britannique. Donc il n'y a pas d'Américain.
Et Keras a été développé par les Français. Scikit-learn par les Français. Donc, bien sûr, on parle. Aujourd'hui, il donne ses cours et tout ça, il le donne en anglais. Mais parfois, vous allez les trouver, parce que ce monsieur, il est marocain aussi, parce que ses parents étaient marocains. Et puis, ils ont immigré en France, et puis ils ont immigré au Canada. Donc, les deux, ils donnent des cours en français, du machine learning. Mais le plus souvent, ils donnent les cours en anglais. Bengio, lui, il est resté professeur, enseignant au Canada, à Montréal. Et il a une grande équipe. Il a un labo qui s'appelle le MILA, d'accord, sur le machine learning. Et il a refusé d'aller travailler chez Google, Facebook. Donc Google et Facebook et Microsoft et toutes les entreprises sont allées chez lui. Ils ont construit des bâtiments autour de l'université où il se trouve. Aujourd'hui, Montréal, c'est l'université la plus grande université du machine learning. D'accord. Et Google a mis les fenêtres qui donnent sur son bureau. Donc, comme ça, ces étudiants, ils sortent et ils trouvent une bourse ou un stage chez Google et donc Google profite. Pas seulement Google, toutes les entreprises. Yann Lequin, lui, il est parti chez Facebook. Et il est vice-président de Facebook. Un salaire, je ne sais pas comment. Et puis les autres, d'accord. Donc j'ai ajouté à chaque fois un bruit et la photo. Et comme on a dit que, qu'est-ce que je veux créer? On a dit que je peux créer toute fonction. Donc dans ma tête, je me dis, est-ce que je peux créer une fonction qui enlève le bruit? D'accord. Bien sûr, c'est une fonction qui doit être probabiliste, parce que le bruit, il y a différentes possibilités de l'enlever. Et je vais créer un réseau de neurones que je vais appeler phi indice θ, qui va prendre l'image bruitée et qui va me donner une image non bruitée. Et j'ai pris des photos de gens que je connais aujourd'hui, j'ai ajouté le bruit et non bruit, et je vais faire apprendre à la fonction phi indice θ, je vais ajuster θ. θ, ce sont les poids. θ, c'est le vecteur qui contient tous les poids, W1, W2, etc. Il va prendre l'image bruitée et il va apprendre. Donc, je lui donne des images bruitées, des images non bruitées, et je l'oblige à adapter les paramètres pour me donner l'image non bruitée. Voilà, donc, et après, je vais prendre le résultat, la phi θ à la fin, et je vais l'appliquer à cette image avec le bruit dont je ne connais pas la solution. Et normalement, il va me donner l'image sans bruit. D'accord. OK. Donc, j'ai passé ça. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà. On utilise ce qu'on appelle un auto-encodeur. Je vais accélérer pour terminer. D'accord. Un auto-encodeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Donc là, je suis en train de voir comment choisir l'architecture qui va me permettre de réaliser ce que j'ai dit. Je lui donne une image avec un bruit et il me donne une image sans bruit. Je ne peux pas lui donner n'importe quel réseau de neurones. Je dois faire un peu un effort pour trouver une architecture intéressante. Donc, l'idée, c'est une idée de chez Google. Quand elles l'ont publié, les gens ont considéré que c'est rien. D'accord? Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends un réseau de neurones et je vais voir si j'ai ici. Voilà. Je prends un réseau de neurones avec cette architecture. J'ai ici, mais bien sûr, là j'ai mis seulement 6, mais imaginez que vous avez ici l'image, les pixels d'une photo. 32 x 32 pixels, donc beaucoup de... Et supposons que vous avez ici, par exemple, 400 ou 700 pixels, un vecteur de 700 pixels. Entre parenthèses, vous pouvez utiliser la convolution. Mais maintenant, on va supposer, pour ne pas poser tous les problèmes en même temps. Mais dans la pratique, on utilise le réseau convolutif et on considère les poids, les filtres, etc. Mais oublions ça. Pour comprendre, on va supposer qu'on va faire du fully connected, c'est-à-dire complètement connecté.
Donc je prends ici, supposons que j'ai ici 100. Je fais passer les données ici par ici 10, seulement 10. Donc j'oblige le réseau de neurones à partir de 100, et puis aller vers 50, disons, et puis aller vers 10, et puis aller vers 50, et puis aller vers 100. C'est comme si vous avez quelque chose et vous le passez par un petit tuyau. D'accord. Vous l'obligez, donc qu'est-ce qu'il va faire quand vous réduisez la bande passante dans un signal? Il jette ce qui n'est pas nécessaire. Il va garder seulement ce qui est nécessaire. D'accord. Parce qu'il va essayer de faire... Pourquoi? Parce que je vais lui donner ici x, et ici je vais lui donner toujours x. Je lui dis, vous vous rappelez, on avait dit que dans l'apprentissage supervisé, on donne x et on donne y. Par exemple, je donne l'image d'un chat ici, et je donne ici chat, 1. L'image d'un chien, et je donne 0, pour pouvoir les distinguer. Là, je donne l'image d'un chat, et ici, je donne l'image d'un chat. Mais je réduis la taille du vecteur ici. Ça veut dire, lui, il va faire toutes les gymnastiques possibles pour récupérer l'image de chat tout en passant par un petit vecteur de taille petite. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends, moi, ce qu'il laisse au milieu. C'est ça qui représente chat. C'est ça le concept de chat. Le concept de chat, c'est ce que je retiens quand je parcours tous les exemples et que je ne garde que l'essentiel. D'accord? C'est en gros ça, les autoencodeurs. Et automatiquement, puisque ça c'est un vecteur et ça c'est un vecteur, ça veut dire que là, c'est un vecteur qui appartient à R à la puissance 100, parce que j'ai 100 composantes. Là, je mets un vecteur qui appartient juste à R à la puissance 10. Donc, j'ai seulement 10 composantes. Pourquoi je peux toujours arriver à réduire, en général, un vecteur de 100 à quelque chose de 10 ou à quelque chose de 20? Parce que l'image d'un chat ne contient pas l'information sur le chat. Elle contient l'information sur le chat, mais aussi beaucoup de choses inutiles. Il y a du blanc, il y a des choses. Comme j'ai dit, les caractéristiques d'un chat, ils sont limitées. Donc, c'est ce qu'on recherche ici. Nous recherchons un Z qui va retenir l'information. Et puis, on fait toutes les rétropropagations, etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais aller vite. On a fait plus ou moins la même chose avec le langage. La traduction, etc. Mais pas exactement la même chose, mais presque. D'accord? D'accord? Voilà, dans le langage, on fait du word embedding. Mais là, c'est un peu aussi du embedding. Il y a de petites différences, mais l'idée principale, c'est quoi? C'est que si vous prenez toutes les images de chats, qui sont des vecteurs de R à la puissance 1000, par exemple, si vous avez 800 fois 800, ça fait déjà beaucoup. Ça fait 64 000 pixels. Et si vous les projetez dans l'espace des R à la puissance, vous faites un peu de maths. Donc, vous prenez les vecteurs, vous les projetez dans R à la puissance 64 000. Ou 640 000, si c'est 800 fois 800. C'est 640 000, donc c'est beaucoup. Mais si vous placez toutes les images de chats, vous allez trouver qu'ils suivent une courbe, une droite ou quelque chose. Ils ne sont pas n'importe où, ils ne remplissent pas tout l'espace. Parce que l'information chat, elle est juste, elle est réduite par rapport. Je n'ai pas besoin de R à la puissance. On dit en maths, et c'est des maths un peu poussées, de la géométrie différentielle, on dit qu'ils sont sur une variété différentielle. Une variété. Par exemple, si vous prenez un papier, et vous le pliez un peu, donc, il est dans R3, mais on dit que c'est une variété de dimension 2. C'est comme un plan, même s'il est plié. Mais c'est un plan. C'est-à-dire que je peux un peu la déformer et j'obtiens un plan. Ce n'est pas, disons, intrinsèquement, ce n'est pas un objet de 3 dimensions. Même si je ne peux pas le placer dans le plan. Il faut le déformer un petit peu pour le... Mais le déformer un peu, c'est déjà une bonne chose. Par contre, si vous prenez un cube, il est impossible de le déformer pour le placer dans un plan. Parce qu'il est de dimension 3 réellement, intrinsèquement. Ou une sphère, si vous prenez une sphère pleine, il est impossible.
En mathématiques, on dit qu'il est impossible de trouver un difféomorphisme, une fonction continue, etc., bijective, etc., entre une sphère et le plan. Impossible. Ce n'est pas la même topologie. Donc, vous voyez, les mathématiques, ils servent dans des choses que, a priori, n'étaient pas mathématiques. Donc là, les images de tous les chats qu'on peut rencontrer, vous allez toujours les retrouver dans un coin de l'espace, pas dans tout l'espace des pixels, si vous les projetez réellement. D'accord? Et on veut exploiter ça. D'accord? Bien sûr, là, c'est juste pour illustrer, c'est que quand je les projette dans R3, normalement, ils se positionnent dans une courbe de dimension 2, dans une forme, comme j'ai dit, dans une variété de dimension 2. Ce n'est pas vrai pour les chats, mais c'est juste pour donner un exemple. Au lieu de R100, ils vont se trouver dans R10. Voilà. Donc, je reviens un peu à ça. Donc, un auto-encodeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en entrée X, elle transforme X par une matrice, par exemple. Ce qu'on avait avant. Je fais le produit, etc. Et le transforme en un vecteur plus petit qui s'appelle le bottleneck ou le code. C'est comme s'il va coder. Et puis, il applique un peu une autre fonction, une autre matrice pour le rendre grand. Et il me donne une sortie. Moi, je lui dis, l'erreur, c'est l'image que vous allez me donner. Ici, je dois mettre X. L'image que vous allez me donner, elle doit être exactement le X qui est là. Et il va ajuster les paramètres pour répondre à cette contrainte. Voilà, donc en gros, c'est ça voilà. Par exemple, je lui donne 4. Il va me donner 4, mais pas tout à fait 4. Il va perdre certaines choses. Mais quand je vois ça, je sais que c'est 4. Mais ça, c'est juste illustré, d'accord? C'est pas ce que j'obtiens. Voilà, donc, on fait l'apprentissage. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, par exemple, si je prends les visages d'une personne, en plus de se retrouver dans une variété, il y a une chose intéressante, c'est que si je parcours la variété, si je parcours là où il se trouve, je le projette, je réduis pour avoir Z, qui va être un petit espace. Si je parcours, alors moi par exemple, en parcourant, c'est comme si je tourne comme ça, d'une manière continue, ou je descends. Si vous passez comme ça, je lève la tête. Donc je suis, parce qu'on va prendre beaucoup d'images de chats. Le premier chat, vous allez le trouver par exemple, il regarde en face. Vous déplacez un petit peu, il regarde comme ça. Si vous allez dans l'autre sens, il regarde comme ça. Si vous descendez, il regarde. Si vous allez coin, il marche un peu. Il est plus grand, il est plus petit. Il y a une transformation continue du chat lui-même. D'accord? Donc, et c'est formidable. C'est un peu magique. Pourquoi? Parce que après, d'ailleurs Facebook, parfois, on vous dit, vous allez être comme ça quand vous serez grand. Vous allez devenir comme ça quand vous êtes petit. Ou vous étiez comme ça quand vous étiez petit. Comment ils ont fait? C'est qu'ils ont appris, comme j'ai fait moi, ils ont appris sur des photos qu'ils ont, et ils construisent des déplacements dans l'espace de jeunesse, grand, petit, il marche pas. Et c'est comme ça aussi qu'ils font parler Obama. Moi, je parle, et ils prennent mon vecteur, moi, qui parle, et ils l'appliquent à une autre personne. Donc, on peut prendre quelque chose d'une personne et l'appliquer à une autre. Puisqu'il y a une abstraction. Marcher, ce n'est pas moi qui marche. Il y a moi et il y a marche. Je prends marche et je la donne à une autre personne. Et il marche, même s'il n'a jamais marché. D'accord? Il n'a jamais souri, moi je souris, et en extrait, je souris. Comment on extrême sourire? C'est que je souris, je pleure, je parle, etc. Donc, ils ont une idée un peu de ça, du vecteur. Ils le prennent, ils l'appliquent à une autre personne. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Donc, on espère trouver l'image à partir du réseau qui a appris, parce que je l'ai entraîné à partir
des images. Sauf que ça ne va pas marcher. D'accord? C'est un peu différent. Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Il faut appliquer une autre technique. Quelle est cette technique? Regarde, si vous avez, par exemple, du sable avec, par exemple, des roches ou avec des granulats, et vous voulez les séparer. Si vous les pressez quelque part, vous allez encore les mélanger. La solution, c'est de les mettre dans un espace plus grand, et après, vous allez pouvoir les séparer. Donc, c'est ce que je vais faire pour la photo. Il y a les auto-encodeurs overcomplete, c'est-à-dire plus grand, en gros. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la photo dont j'ai parlé, sans bruit, de quelqu'un que je connais. Je l'ai pris en photo. La photo avec bruit, elle est là. Je vais l'envoyer, mais cette fois, le Z, je vais lui donner un espace plus grand. Si la photo contient 800, là, je vais mettre 1000. Pour pouvoir élargir, ça va être plus facile de séparer le bruit de l'image quand je le plonge dans un espace de plus grande dimension. Et après, il va me sortir un X' quand je le ramène à la taille de départ. Et qu'est-ce que je fais? Ça, c'est mon Y, c'est ça. Pas l'image bruitée, mais l'image sans bruit. Mais ici au milieu, au lieu de faire du under-complete, je fais du over-complete. Et je reviens à ces images, je fais l'apprentissage, et je ne l'ai pas fait ici parce qu'il faudrait avoir beaucoup d'images, mais c'est comme ça que ça se fait. Je termine par ça. On souhaite générer, par exemple, des molécules ou des vaccins à partir d'exemples. Là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de donner, on va faire du variational auto-encodeur. Un exemple, je le prends, je l'envoie. D'accord? Au lieu d'avoir un Z, le Z, je ne vais pas avoir Z. D'accord? Mais là, c'est un peu fort. Je vais créer une distribution de probabilité de Z. C'est comme si je vais définir quel est le Z le plus probable. Donc, je définis une probabilité sur Z, d'accord? Mais je ne vais pas aller plus loin. Mais pour dire que... d'accord? Parce que moi, ce que j'essaie d'apprendre, j'avais parlé de concept. D'accord? Pas d'objet. Pas d'objet. Et donc, je passe par un exemple, j'obtiens une distribution de probabilité, une sigmoïde par exemple, parce que je suppose que quand je prends tous les chats, c'est comme si je fais un prélèvement d'une manière statistiquement convenable, et le chat, il est au milieu. Le chat, il y a un chat moyen, le chat moyen. Et les autres, ils vont un petit peu être soit un peu à droite, soit un peu à droite. Donc, j'ai une gaussienne. Donc, je veux apprendre une gaussienne à partir des données. Et l'intérêt de la gaussienne que je vais obtenir ici, c'est lorsque je veux générer un chat. Je peux générer tous les chats que je veux. Il suffit de prendre la moyenne et d'ajouter une perturbation à droite, une perturbation à gauche, etc. Et je vais obtenir toutes les familles de chats. D'accord. Donc, voilà. Donc, et puis, bien sûr, mais je dois continuer ici. À partir de la gaussienne, je prends la moyenne et je crée une petite perturbation et j'obtiens Z. Donc, le Z, je ne l'obtiens pas directement. Ce que j'obtiens, c'est que un objet me donne une distribution de probabilité, et puis la distribution de probabilité, je l'utilise pour prendre un exemple. À chaque fois qu'on a une distribution de probabilité, je peux prendre un exemple. Et c'est cet exemple que je propage vers la sortie, et je fais la rétropropagation, etc., avec ce qu'on appelle, avec un truc, une astuce, d'accord, parce que il faut que la sortie dépende de mu et de sigma, etc. D'accord, tout un
il y a reparameterization trick, donc on l'appelle comme ça, qui consiste à ce que la perturbation ne dépende pas de mu et de sigma, donc c'est un epsilon voilà, que je prélève. Donc le x', je peux le dériver par rapport au poids ici. Donc c'est comme si j'ai x', z. Donc, et là, qu'est-ce qu'on fait? En plus de ça, je ne sais pas si je l'ai, je pense que je l'ai mis ici. Là, on utilise quelque chose d'un peu de magique aussi. Et pourquoi on appelle ça variationnel? C'est que, je reviens donc à la figure, c'est que nous allons, normalement quand je prends les x, je prends les chats, ça va toujours me donner une distribution de probabilité. Je prends les vecteurs et je les... ce sont des valeurs, donc je peux toujours voir un peu statistiquement comment ils sont distribués. Et je peux en déduire une distribution de probabilité. Mais cette distribution de probabilité ne sera pas forcément une sigmoïde. Surtout si je prends les images de chats, de chiens, etc., ensemble et je les envoie. Ça ne va pas être une sigmoïde. Mais localement, ça va être une sigmoïde. Quelque part, je vais avoir les chats qui sont ici. Comme si je fais du clustering. D'ailleurs, on va faire du clustering à partir de ce... Et puis là, les chiens, et puis là, les humains, et puis là... Mais les chiens, bien sûr, c'est une probabilité, parce qu'un homme, c'est comme... Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se fait réellement. Quand un enfant naît, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son père, ce n'est pas son oncle, c'est pas... Mais une combinaison avec un peu d'aléatoire et un peu d'accord de tous ces paramètres. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Mais localement, c'est une gaussienne. Donc, nous allons avoir un mélange de gaussiennes. Donc, on appelle ça aussi mélange de gaussiennes. Là, nous avons les hommes, et il y a un homme moyen. Et c'est ça le concept que l'on recherche. Il y a un chat moyen. D'accord, la moyenne des chats. Voilà, donc je vous remercie et c'est tout pour... sauf si vous avez des questions, bien sûr, je peux répondre. D'accord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que... Je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses parce que l'objectif c'était ça, c'est de sensibiliser par rapport à tout ce qui se fait et de partir de choses faciles, simples, mais en même temps, le dernier diapositive, c'était sur des choses vraiment intéressantes mais approfondies, d'accord, avancées, pour voir un peu le spectre. Et je n'ai pas tout dit, d'accord, mais c'était pour vous introduire. Oui. Bon, ce que vous avez dit, c'est qu'on peut ajouter du bruit à une image et puis enlever ce bruit-là. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut enlever un bruit qu'on n'a pas fait? Oui, oui, bien sûr, mais je ne l'ai pas fait dans l'image. Mon objectif, c'était d'enlever un bruit que je n'ai pas fait. Mais pour que la machine puisse enlever un bruit que je n'ai pas fait, j'ai provoqué un bruit pour d'autres images, pour avoir les deux. Et je lui donne l'image avec bruit et je lui dis, essaie de récupérer l'image sans bruit. Pour les exemples que je connais, que j'ai pris, c'est-à-dire j'aurais pu prendre aujourd'hui 5 photos et je les ajoute. Donc, la fonction que je vais construire, qu'est-ce qu'elle fait? Sa fonction, c'est enlever le bruit, quand elle va s'entraîner bien, etc. Et je la prends et je l'applique à la photo que j'avais au début, dont je ne connais pas la photo non bruitée. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est fort. Pourquoi au début j'ai dit que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Toute la science, toute la technologie, toute l'ingénierie était basée sur une expertise que je modélise. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle vous dit, vous n'avez pas besoin de modéliser. Le modèle, il va être créé automatiquement. Par exemple, avant, les gens qui faisaient le traitement des images, ils créaient les filtres. Les filtres qui vont détecter le contour, disons le cercle, les droites, etc. On peut toujours les fabriquer. Mais on fabrique ce qu'on sait fabriquer. Aujourd'hui,
le machine learning dépasse les performances de ce que les gens faisaient avant et de loin. C'est-à-dire il n'y a plus de comparaison. Ce qu'ils faisaient ne pouvait pas faire conduire une voiture autonome, etc. Et même les petits concours organisés, aujourd'hui, personne ne présente un algorithme qui utilise ce qui se faisait avant. D'accord, la connaissance humaine qui est programmée avec du calcul symbolique, etc., dans les réseaux, dans les algorithmes. Dans le langage aussi, et ça c'est un peu bizarre, le langage, par exemple, pour la traduction automatique, ou pour résumer un texte, parce qu'aujourd'hui on peut résumer un texte, et on peut même écrire un texte. D'accord, on peut écrire un texte. Donc, un algorithme peut écrire un texte. Jusqu'à aujourd'hui, les textes qu'ils écrivent ne sont pas très intéressants, mais avec le temps, ils écrivent des textes. Mais ils arrivent, avec une grande performance aujourd'hui, à discuter avec les chatbots. Mais les chatbots, c'est une génération de textes. Ils génèrent le texte en fonction de ce que vous dites, etc. Et aux États-Unis, il y a eu un prix... il y a un prix de discussion. Il y a le champion du monde, donc il y a le débat, deux débats. Celui qui gagne dans un débat, d'accord, ils prennent un problème et ils débattent. L'impérialisme ou l'éducation des enfants ou n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a un robot qui est de IBM qui est très fort, qui n'a pas gagné mais qui est resté très, très longtemps avec le champion du monde. Donc, j'ai oublié un peu ce que je voulais dire. C'était quoi la question? Comme ça, c'est l'image, oui. L'image. C'est pas le jeu d'échecs. Non, l'échec, etc. L'échec, c'est autre chose. C'était même pas le machine learning, c'était autre chose. D'accord. Parce que le jeu d'échecs, on peut. Moi, j'étais une fois à Lausanne et Gasparov, lui, il a écrit un livre sur l'intelligence. Il est devenu expert en intelligence artificielle. Et il a donné une conférence. Il a expliqué la différence un peu. Lui, donc avant, c'est comme si j'explore tout le possible. D'accord. Ce n'était pas du machine learning. Par contre, le jeu de Go, c'est du reinforcement learning. Donc, c'est de l'apprentissage, etc. Non, c'était de l'apprentissage sur des exemples. Mais aujourd'hui, avec le reinforcement learning, le Go est devenu beaucoup plus fort. Il joue avec lui-même. Il joue avec lui-même. En une journée, il va jouer des milliards de parties en parallèle. Et donc, il va prendre toutes les possibilités. D'accord. Voilà. Donc, oui, je voulais parler du langage. Le langage aussi, donc, on peut... Mais j'ai perdu même pour le langage, je sais pas ce que je voulais dire. Un peu fatigué. On va aller manger et on revient pour la partie des applications de l'intelligence artificielle. Ok. D'accord, ça marche. Donc on se retrouve après.